Bonsoir à tous, mesdames et messieurs, bienvenue à cette émission. C'est par ces numéros, je signale que nous allons clôturer l'année 2020. Bienvenue à tous aujourd'hui à travers notre magazine sociopolitique culturel après Vision 26. Nous avons le réel plaisir de recevoir, d'ailleurs nous sommes ici chez lui au siège du Parti Nouvel Élan, les nouveaux secrétaires généraux et porte-parole de cette parti, qui est M. Adolphe Muzito, ancien Premier ministre de la République démocratique du Congo. Là, je signale, nous sommes avec Maître Blanchard Mongomba. Avec lui, bien sûr, nous allons parler de l'actualité politique qui domine par la rencontre des deux grands leaders politiques de la RDC qui sont membres du Lamuka. Mais au cours de cette émission, nous allons les savoir. Est-ce qu'ils partagent encore le même avis que M. Adolphe Muzito et Martin Fayulu? Pourquoi pas, nous allons aborder les sujets liés à l'Union sacrée. L'actualité politique domine par l'instauration d'un informateur que tout le monde attend dans notre pays. Et quelles sont les stratégies proposées par l'État congolais pour sortir le pays de cette crise financière, pourquoi pas politique, sociale? Là, je dis déjà bonsoir à mon invité et merci de nous recevoir ici sur vous. Merci madame, merci pour l'invitation. Bienvenue au siège de Nouvel Élan. Voilà, nous sommes à votre disposition pour toutes vos questions. Comme je l'ai dit tout de suite, vous êtes l'actuel secrétaire général et porte-parole de cette parti politique. Dites-nous d'abord, pour commencer, vous avez succédé à M. Steve Kivuata. Parlez-nous de votre nomination. Oui, merci beaucoup. Comme vous venez de le dire, j'ai été désigné par la volonté de l'initiateur du parti, le camarade Adolphe Muzito, mais également du président de notre parti politique, le camarade Paulin Mboma, mais également de cadres et militants de notre parti politique qui ont estimé qu'il fallait nécessairement combler le vide, entre guillemets, qui venait d'être créé par le fait que le camarade Steve Kivuata, qui est un ami, un frère, qui venait pratiquement d'être reconnu ou d'être en tout cas promu comme étant inspecteur général de finances, mais ça je dois déjà préciser, puisqu'on entend des polémiques un peu partout. Steve a été nommé, Steve a été débauché, on utilise tout en tout cas, tous les mots, tous les adverbes pour qualifier le fait qu'il est, en tout cas, actuellement à l'IGF. Je confirme ici qu'il avait passé un concours en 2011 comme candidat à cette institution censée être une institution gendarme pour les finances publiques. Et malheureusement, comme la situation administrative, même politique de notre pays titube un peu, il s'est fait que c'est seulement en 2000, pratiquement 20, que la publication... Il faut poser... Pas du tout. Il faut plutôt poser la question à ceux qui gèrent le pays par défi, parce que, comme vous le savez, depuis 2006, ceux qui gèrent ces pays, en tout cas pour la plupart, n'ont pas été désignés, envoyés par notre peuple. La plupart sont là pour leurs intérêts égoïstes. Ils ont installé la dictature pour contrôler tout ce qu'ils ont besoin, au détriment, bien sûr, de notre peuple. Ce qui fait que, d'ailleurs, ici, je peux même suppiter en disant que l'organisation qui avait organisé ces concours, à l'époque, n'avait pas voulu publier les résultats parce qu'il semblerait qu'à cette époque-là, que le PPRD, qui voulait justement envoyer ses militants occuper les fonctions d'inspecteur de finances. Et cette institution qui organisait pratiquement le concours n'avait pas voulu, de peur que le PPRD, qui avait Matata Pognon à l'époque comme Premier ministre, s'impose
pour, en tout cas, faire passer les noms de ces différents militants. Voilà un peu la raison qu'on nous a laissé entendre. Mais ici, il faut reconnaître que moi, je fais l'université avec Steve. Steve, c'est quelqu'un qui avait toujours... on a fait le droit public. Il avait des ambitions d'être ces gendarmes de finances parce qu'on concevait très mal que nous puissions avoir un pays potentiellement riche, mais nous avons un peuple le plus pauvre de l'Afrique, c'était inconcevable, mais nous avons des individus qui, eux, sont plus riches que l'État. Pourquoi ? Parce qu'il y a un simple mécanisme qui leur permettent d'acquérir ou d'amasser tout cet argent, toute cette richesse, c'est la corruption, c'est la fraude, c'est tout ça. Et pour y remédier, mettre un terme à cette anti-valeur ou à ces anti-valeurs, il fallait justement penser à l'inspection de finances et Steve s'était en tout cas montré comme un des candidats qui, à tout moment, il pouvait, si jamais un concours s'organisait, candidater pour faire ces travaux-là. Et Dieu merci pour lui, il est là. Donc, il travaille pour la République, il est là non pas pour un individu, pour satisfaire à un camp, à un parti politique. Aujourd'hui, il est apolitique, c'est un non-fonctionnaire, mais ses convictions politiques, moi je sais, même s'il ne va pas les dire, parce que c'est un cadre aujourd'hui, un haut cadre de l'administration, mais moi je sais que ses convictions politiques, il sait que c'est le nouvel élan qui est pratiquement sa tendance, c'est Adolphe Mozito. Aujourd'hui, s'il faut aller voter, Steve votera pour Adolphe Mozito comme président de la République. Vous avez débuté au sein du Nouvel Élan, après que Adolphe Mozito soit chassé du Palou, entre parenthèses, où vous avez débuté avec lui au niveau du Palou. Merci. D'abord, je ne dis pas que Adolphe Mozito a été chassé par le Palou. Non, il a été sanctionné et puis finalement... Il n'a pas pu supporter ces sanctions, il a préféré quitter le Palou. Non, il n'a pas quitté le Palou, il a été sanctionné, à durée indéterminée. À durée indéterminée. Alors, il est toujours au Palou. Non, je ne dis pas qu'il est au Palou, mais je voulais simplement corriger cette manière de le dire qu'il a été chassé. Non, il n'a pas été chassé, il a plutôt été suspendu à durée indéterminée par justement... Les raisons que nous les connaissons tous. Les raisons, je ne sais pas quelle raison toi tu avances, mais la raison, elle est simple, c'est que Adolphe Mozito était contre la manière de conduire le Palou, parce que Adolphe, comme vous le savez, Adolphe Mozito est le descendant du patriarche Antoine Gizenga de Reze-Mémoire. Non, mais moi je parle d'Adolphe Mozito. Moi, je parle d'Adolphe Mozito. Vous avez le droit de citer tous les noms que vous voulez. Mais ici, moi, je parle d'Adolphe Mozito. Adolphe Mozito a succédé à Antoine Gizenga à la primature. Vous voyez la grandeur d'Antoine Gizenga, le patriarche de Reze-Mémoire. Lorsque il sent que... Antoine Gizenga, mais il a notamment démissionné à la primature. Bien sûr, Gizenga a démissionné à la primature pour laisser justement sa chaise à Adolphe Mozito. Et Adolphe Mozito également l'a fait. Bien évidemment, parce que le mécanisme tel que prévu par notre Constitution ne permettait pas à ce que, puisqu'il devait aller postuler comme candidat à la députation nationale, et voilà, ce qui fait qu'il fallait c'est départir de responsabilité de l'État pour aller compétir au niveau électoral. Et c'est ce qui lui a valu en 2011 le mandat de député national ou dans son fief de Kikwit. Donc ici, je voudrais d'abord revenir à l'intro de votre question. C'est que Adolphe Mozito a succédé à Antoine Gizenga et il faut dire que Antoine Gizenga n'est pas le moindre. Si il avait opté, il avait porté son choix sur la personne de Adolphe Mozito, c'est parce qu'il a vu, premièrement, son engagement en tant que militant au sein du Parti Lumumbista Unifié. Il a vu sa loyauté, mais surtout, il a vu sa compétence, parce qu'on ne peut pas vous envoyer comme, ou vous désigner comme Premier ministre si vous n'avez pas les compétences. Vous pouvez être loyal, vous pouvez avoir un engagement le plus, en tout cas, éloquent du monde, mais si vous n'avez pas la compétence, c'est très difficile. Et Adolphe Mozito l'a démontré parce que
son passage à la primature de la République démocratique du Congo, les chiffres les démontrent. Vous pouvez, en tout cas, là je demande à tous ceux qui doutent ou ceux qui semblent prendre à la légère, c'est que nous disons qu'il existe l'Institut national des statistiques. C'est à cet institut-là que vous pouvez fouiner même les archives pour voir que les chiffres à l'appui, que Adolphe Muzito est le meilleur Premier ministre que le Congo n'ait connu depuis son indépendance. Pourquoi je le dis? Adolphe Muzito a travaillé avec les institutions de Bretton Woods, au même moment avec l'Orient, c'est-à-dire les Asiatiques, la Chine, ici en République démocratique du Congo. Ça s'est fait nulle part au monde. Mais cela n'a pas aidé la population congolaise de jouir de toutes ces richesses. Non, mais le problème... tout ce qu'il a pu faire en tant que Premier ministre, rien n'a changé au niveau de la population. Non, ben, vous pouvez avoir raison, mais le problème, c'est à quel moment où vous vous situez dans quelle partie de l'histoire. Parce que si il faut faire un état des lieux, c'est que Adolphe Muzito a trouvé et c'est qu'il a laissé pendant son passage, et c'est que les autres ont hérité de ce que Muzito a laissé, et ce qu'ils ont laissé, vous remarquerez que ce que Muzito a laissé, c'est vrai. Par rapport aux attentes de notre peuple, ça ne représente rien. Voilà pourquoi lui-même, d'ailleurs, il n'en parlait pas. Il ne voulait pas parce qu'il s'est dit en tant que citoyen congolais qu'il a fait de prouesses en tant que personne. Par rapport à lui-même, il a travaillé, il a apporté en tout cas des avancées énormes. Mais par rapport à la population, le fossé était tellement grand. Donc nous nous retrouvons après 1960 avec une économie détruite, parce qu'on a fait que bouffer ce que le Belge nous a laissé. Notre PIB, on était égal au Canada, un peu plus que l'Afrique du Sud et autres, mais on a tout bousillé, ce qui fait qu'on a eu même des déficits. On avait vraiment un grand trou qu'il fallait combler. Et vous allez vous souvenir qu'en 2003, lorsque nous revenons de Sun City, Jean-Pierre Bemba Gombo, comme il prend la vice-présidence de l'ECOFIN, il a trouvé un budget de plus ou moins 300 millions de dollars. Et il a essayé de travailler. Jean-Pierre Bemba, à l'époque, avant les élections de 2006, il a laissé un budget de plus ou moins, j'arrondis les chiffres pour faciliter la communication, 900 millions de dollars. Mais Adolphe Muzito, lorsqu'il arrive, d'abord, il faut le dire qu'il est arrivé en 2006 comme ministre du budget. Il a travaillé le budget de l'État et il l'a trouvé en 900 millions pendant 2 ans et demi. Et lorsque Gizenga était Premier ministre, c'est lui qui travaillait le budget. Et les départs de Gizenga, lui, succèdent à la primature pendant ces temps-là, le quinquennat-là. Il faut dire qu'il a quadruplé les budgets que Jean-Pierre Bemba avait pratiquement triplé. Donc de 900 millions à 3 milliards 600 millions, Adolphe Muzito l'a fait. Et ce n'était pas chose facile. Donc c'est pour vous donner déjà les chiffres, pour vous démontrer que par rapport à lui et par rapport aux chiffres existentiels, Muzito a travaillé. Mais par rapport à notre peuple, nous pouvons dire qu'il n'a pas travaillé parce qu'on n'a pas senti le panier de la ménagère bouger comme il se devait. C'est aussi légitime, mais les statistiques démontrent que faire ce que Muzito a fait, c'est en tout cas, d'abord, la personne qui pourrait le faire n'existe pas encore, n'est pas encore née. Donc voilà, nous n'allons pas trop rester sur Adolphe Muzito, mais je confirme que... Je conclus d'abord en disant que Adolphe Muzito, après tout ce qu'il a eu à faire, il voulait apporter son engagement pour l'avancement du pays. Et lorsqu'il a senti que l'alliance que le Palou avait nouée avec Kabila et le PPRD n'allait plus dans le sens... Non, l'alliance n'allait plus dans le sens d'améliorer le vécu de notre peuple. Il s'est décidé de prendre ses distances en termes d'idées, en termes d'idéologie. C'est comme ça qu'au niveau du Palou, les gens ne pouvaient pas le supporter parce qu'eux, ils estimaient qu'il fallait rester toujours sous le botte de Kabila. Et Adolphe Muzito estimait qu'il fallait garder son indépendance en tant qu'intellectuel, mais aussi élite de notre pays pour faire changer les choses. Mais
Mais eux, comme ils ne voulaient pas, ils sont restés là et ils ont trouvé qu'il fallait créer tout le problème à Adolphe Mosito. Comme c'est un intellectuel, comme il est accepté, non pas en tant que personne, mais par rapport à ses idées, la population, ce n'est pas lui. C'est le peuple qui l'a amené justement à créer le nouvel élan. Ça vous permet maintenant d'introduire votre question sur le nouvel élan. Qui vous a ramené, bon, entre parenthèses, une grande partie du nouvel élan, ce sont les militants du Palou. Mais les militants du Palou ne sont pas congolais. Ils sont congolais, voilà. mais ils ne sont pas ces peuples-là qui ne connaissent pas Mosito de vrai sens non, terme politiquement aussi, il faut le dire. Non, en fait, je dirais que Mosito est un fils politique d'Antoine Gizenga. Ça, c'est une évidence. Adolphe Mosito a commencé au niveau du Palou. Et c'est tout à fait logique que lorsque il n'est plus, on ne voulait plus de lui au Palou, que ce soit d'abord les militants du Palou qui l'accompagnent. Vous avez commencé au sein du Palou. Et aujourd'hui, vous avez de nouvelles alors. Bon, personnellement, j'ai été sympathisant du Palou. J'étais pas militant, j'étais sympathisant du Palou. Et lorsque je débutais avec le Premier ministre Adolphe Mosito, puisque là, je dois dire que moi-même, j'étais d'abord à la société civile, j'étais activiste de droits humains, je me battais pour le droit humain, le droit de l'homme. Et lorsque Adolphe Mosito a quitté la primature, on a vu, personnellement, j'ai senti son engagement à travailler pour le pays et surtout accompagner la jeunesse. Je me suis approché et il m'a découvert et on a fait, en tout cas, notre parcours. Et voilà, on a eu l'Université populaire, on a eu ces tribunes, on communiquait pour l'Université populaire et les tribunes. Et puis, voilà, lorsque nous, qui étions à ses côtés, et je parle de la population parce que ces tribunes et l'université populaire étaient suivies sur toute l'étendue de la République, même à l'extérieur du pays, parce qu'on est allé en Europe pour vulgariser ces idées se trouvant dans les tribunes. Et là, en Europe, on a été accueillis à bras ouverts par les militants de tous bords. Au Congo, c'était pareil. C'est comme ça que tous ces mondes-là avait estimé que Mosito ne pouvait pas continuer à subir les injustices de ces cadres-là du Palou que vous citez. Et il fallait qu'il crée son propre parti politique pour permettre à ce que la vision qu'il avait du Congo et ses idées puissent émerger, puissent faire le corps. Et voilà. Vous voyez que ces idées, tout ce qu'il a pour le Congo, est en marche. Et si on doit parler du nouvel élan, de la création jusqu'au jour d'aujourd'hui, le nouvel élan existe depuis combien de temps? Le nouvel élan est un nouveau parti politique. Le nouvel élan existe depuis 2018 parce que nous étions allés aux élections de 2018 avec les nouvel élan comme plateforme politique. Dans cette plateforme, nous avions l'UREP, nous avions AAA, nous avions voilà, nous avions plusieurs regroupements et lorsque nous revenons des élections avec le hold-up organisé par Kabila, par le truchement de Nanga et Ronsard Malonda, on a décidé de mettre en place le parti politique, faire de nouvel élan, plutôt un parti politique qu'une plateforme politique pour s'engager cette fois-là à la bataille parce que nous, au Nouvel Élan, nous prenons la bonne gouvernance, mais on s'est dit, ce qui s'était passé en 2018, c'était inacceptable. Alors, au-delà du combat autour de la gouvernance, il fallait s'engager aussi sur ces combats de la libération, le combat de la démocratisation, parce qu'on a senti que la dictature continuait encore à battre son plein dans notre pays, d'où il fallait s'engager aussi sur cette voie-là pour permettre non pas seulement à instaurer notre vision de la bonne gouvernance, de la gestion publique, de la gestion de la chose publique, mais surtout commencer par libérer ces peuples-là, que sa souveraineté s'affirme, s'impose de manière à faire passer le fond de notre pensée qui est la gestion, la bonne gournance. Maître Blanchard Mongomba, nous poursuivons cet entretien avec ce sujet de l'actualité politique qui est dominé par la rencontre des leaders
politique congolais, qui est d'ailleurs membre du LAMUCA, dont vous êtes toujours communicant au sein du LAMUCA, malgré votre nomination au sein du... Bon, je suis cadre, Voilà, cette rencontre qui domine depuis ce week-end dernier, le président de la République a réussi, M. Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi, plus de 3 heures d'échange pour, bien sûr, échanger pour voir comment développer ces pays. Mais vous, en tant que aussi membre de cette plateforme politique, avant c'était la plateforme électorale créée depuis novembre 2018, aujourd'hui devenue plateforme politique. Quelles sont vos impressions par rapport à cette rencontre du président avec vos 2 camarades, Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi? D'abord, ça me fait sourire quand vous dites qu'ils ont échangé pendant 3 heures pour développer les pays. Donc, le Congo, on est encore de sous-pauvres pour se développer. C'est un long chemin. Le président a toujours besoin d'écouter tout le monde. Ben, c'est son droit. C'est son droit d'écouter tout le monde. Mais je disais que mon sourire se justifie par le fait que vous aviez dit qu'ils ont échangé pour développer le pays. Non, il faut d'abord nous sortir de l'état des sous-pauvres, de devenir d'abord des pauvres. Et puis, on verra comment atteindre le développement, puisque c'est tout un processus. Donc ça, je ne vois pas M. Tshilombo et Jean-Pierre et M. Katumbi développer le Congo en 2 ans qui restent là par rapport à son mandat ici, qu'il gère par défi, parce qu'il a fait déjà 2 ans lui-même, il ne savait pas qu'il était en train de travailler, parce que c'est à peine qu'il venait de dire à la population que voilà, le travail venait de commencer. Donc le mandat de 5 ans que prévoit la Constitution, lui, il a écourté ça en 3 ans. Bon, libre à lui. Mais je reviens à la question. Nous, nous respectons les opinions et les positions des uns et des autres. Jean-Pierre Bemba, c'est un leader que nous respectons, le leader du MLC. Moïse Katumbi, c'est le leader de Ensemble pour la République. Nous le respectons, mais le problème ici, c'est que nous étions, ou ils étaient tous dans la MUCA par rapport à un objectif. La MUCA a été créée par notre peuple pour combattre les antivaleurs. La MUCA a été créée par notre peuple, notamment pour travailler dans le sens du respect de la Constitution, respect de sa souveraineté. Mais ce qui s'est passé en 2018... La Constitution de la République n'est pas respectée? Bien évidemment, parce qu'en 2018, déjà, si vous voyez la manière dont les choses se sont passées, avec le hold-up électoral orchestré par Kabila et M. Tshilombo en est le bénéficiaire, parce que, comme vous le savez, je sais que tu es congolaise, comme nous tous, tu sais que c'est la MUCA et Martin Fayulu qui avaient gagné des élections. Ça, je sais que... Qui justifie cette affirmation? Non, mais toi, tu le sais, non? Toi, tu ne sais pas. Rien du tout. Tu sais, parce que... la Cour constitutionnelle, pardon, la Cour constitutionnelle, Lambert Mende nous a fait une révélation éloquente. Lambert Mende a dit que M. Kabila avait placé 5 juges au sein de cette Cour pour travailler à son profit, donc travailler pour faire passer, en tout cas, tout ce qui était au profit de M. Kabila. Et ça s'est confirmé parce que si vous voyez le procès au niveau de la Cour constitutionnelle contre la CENI, nous étions allés saisir la CENI en demandant le récantage de voix. Mais la Cour ne voulait pas nous entendre de cette oreille-là. Pourtant, la loi nous donner la possibilité. Et si vous suivez les arguments développés par ces messieurs, messieurs Malonda, ben, vous comprendrez que c'était une cour qui avait un objectif bien fixé, c'est de ne pas faire passer la candidature de M. Martin Fayulu, président élu, et les candidats de la MUCA, parce que la MUCA avait la majorité parlementaire, la MUCA avait la majorité présidentielle par son candidat Martin Fayulu. Mais je reviens à la question. Aujourd'hui, si Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi estiment qu'ils doivent accompagner M. Tshilombo dans sa gouvernance qu'il exerce par défi contre la volonté du peuple. Je pense qu'ils sont pas là parce qu'ils n'ont jamais été contactés. Au niveau de vous, Nouvel Élan, par exemple, vous n'avez pas des députés. De l'autre côté, Martin Fayulu n'a pas aussi des députés. Je crois que nous, au Nouvel Élan, nous ne pouvons pas réfléchir en ces termes-là. Avoir de députés ou pas de députés, nous ne réfléchissons pas en ces termes-là, en ce sens que
les élections n'ont pas été bien organisées. Les institutions qui sont là, elles sont illégitimes par le simple fait que M. Nanga a tripatouillé, a organisé, a nommé les gens comme il le voulait. Nous, ça ne nous inquiète pas qu'on nous dise qu'on n'a pas de députés. C'est tout à fait normal parce que ceux qui sont là, vous aviez suivi M. Tshilombo lui-même et sa famille politique, le cash disait de la majorité des Kabila que c'était une majorité artificielle, c'était une majorité fabriquée. Donc ça a tout son sens lorsqu'ils les disent. Donc pour nous, c'est normal que nous ne puissions pas avoir des députés là-bas parce qu'ils savaient que Martin Fayulu et Adolphe Muzito, c'était des gens engagés, les gens en tout cas très constants. Et si jamais ils nommaient, ils mettaient les candidats à leur profit, ils allaient avoir du mal, même au sein de ces institutions illégitimes-là. Mais voilà qu'ils ont donné à ce qu'ils voulaient parce qu'ils savaient qu'à un moment donné de l'histoire, ils allaient se retrouver pour comploter une fois de plus contre le peuple. Et c'est ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui avec ce qu'ils appellent union dite sacrée. Donc nous, on est serein. Nous continuons dans la démarche que notre peuple nous a confiée. Le combat que notre peuple nous a demandé de mener, c'est ces combats qui consistent à se battre pour sa souveraineté, à se battre pour recouvrer sa légitimité. Ce n'est qu'en ces moments-là que nous pourrions parler de la gouvernance et du développement du pays. Aujourd'hui, avec un Parlement illégitime. Aujourd'hui, c'est un Parlement illégitime. Avant, il y avait dans ces Parlements illégitimes une majorité fabriquée. Maintenant, nous assistons à une majorité achetée. Et vous pensez que nous pouvons obtenir quelque chose d'intéressant dans ces Parlements ou dans ces institutions? Moi, je vous réponds par la négative en disant qu'on n'aura rien. Ces mandats de 5 ans, c'est un gâchis. Pourquoi? Parce que Kabila et le bénéficiaire de son hold-up électoral, M. Tshilombo, ont décidé simplement de maintenir notre peuple à cet état social. Et nous disons que nous allons nous battre, nous allons continuer jusqu'à permettre à notre peuple de retrouver justement sa capacité à se décider, mais aussi et surtout sa capacité à se prendre en charge. Maître Blanchard Mangomba, revenons un peu en arrière. M. Adolphe Muzito et Martin Fayulu ont toujours boycotté les activités du président de la République, notamment la consultation. Aujourd'hui, selon Adolphe Muzito, l'union sacrée n'a pas sa raison d'être. Plutôt, il faut passer aux réformes. Comment jugez-vous cette métaphore? Pourquoi l'union sacrée n'a pas sa raison d'être? Il faut passer aux réformes. Premièrement, c'est que Adolphe Muzito, puisqu'ici je parle de Nouvel Élan, ne pouvait pas répondre à cette invitation de M. Tshilombo parce que la raison, je l'ai dit, elle est simple, c'est que pour nous, il n'est pas légitime. Et pourquoi l'union sacrée n'a pas sa raison d'être? L'union sacrée n'a pas sa raison d'être parce que ce qui se conçoit déjà mal, ça ne s'est pas bien évolué. Déjà, lorsque vous avez des institutions qui sont illégitimes, au sein de cette illégitimité, vous cherchez à créer la légitimité pour, soi-disant, travailler. Non, mais quelle stratégie, puisqu'il est sans majorité aujourd'hui. Non, mais avant de parler de la majorité, c'est ce que je suis en train de dire, c'est qu'il est assis sur l'illégitimité de ces institutions. L'Assemblée nationale, le président de la République comme institution, toutes ces institutions n'ont pas la légitimité parce qu'ils n'ont pas reçu le quitus de notre peuple. Pour la plupart, nous disons qu'ils ont été nommés. D'où nous estimons que pour résoudre la crise qui est persistante dans notre pays, il faudrait aller d'abord recouvrer la source de légitimité. Quelle est, en tout cas, la personne qui accorde la légitimité aux institutions? Nous disons que c'est le peuple. Et puisque notre peuple a été floué par ces élections, lesquelles ont produit les résultats que Nanga a donnés, nous disons qu'il faut aller à un cadre extra-parlementaire, extra-institutionnel, pour nous mettre d'accord autour de réformes à mener. Et lorsque nous allons nous mettre d'accord autour de ces réformes, ce n'est qu'après que nous allons devoir retourner auprès du souverain primaire, qui est ce peuple,
pour que finalement ces peuples se décident sur, en tout cas, la qualité de personnes qu'il aimerait bien envoyer pour animer ces institutions. Mais ne pas le faire, nous nous disons que c'est tournoyer en rond inutilement, c'est perdre le temps parce que ça n'aura aucun résultat positif pour l'intérêt de notre peuple, si ce n'est que satisfaire aux intérêts égoïstes des uns et des autres. Donc voilà. Est-ce que les 4 leaders de la MOUCA sont d'accord pour ces réformes? Mais est-ce qu'aujourd'hui, nous pouvons parler encore de 4 leaders de la MOUCA? Ça, je ne sais pas. C'est à chaque leader de se prononcer. Nous allons, Nouvel Élan, nous allons tenir un point de presse, je crois, c'est samedi. Nous allons devoir clarifier notre position parce qu'il y a un cafouillage, il y a un flou terrible, nous ne comprenons pas. Les leaders, par moments, nous entendons les uns dire qu'ils font partie de la MOUCA au même moment. Monsieur Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi, selon vous, bon, voilà. S'ils sont dans la MOUCA ou ils ne sont pas non, dans la MOUCA? Ce n'est pas comme ceux si... qui boycottent les activités du président de la République. Ce sont ceux-là qui sont dans la MOUCA. Là, je cite M. Adolphe Mozito et Martin Fayulu. Martin Fayulu et Adolphe Mozito, comme je vous l'ai dit, ils sont dans la constance. Ils continuent à la constance, voilà. Les activités. Mais lorsque, vous savez, en démocratie, nous disons le peuple est l'alpha et l'oméga. C'est le peuple qui est le Dieu suprême dans une démocratie. Et pour de chrétiens, moi je suis chrétien, lorsque je reçois un message divin, je ne peux pas m'hasarder à aller demander encore le conseil auprès d'un pasteur. Donc ici, pour nous, lorsque le peuple a créé la MOUCA et a donné des directives aux leaders de la MOUCA de conduire cette lutte jusqu'à recouvrer sa souveraineté et qu'aujourd'hui nous sentons que cette souveraineté, cette liberté n'est pas encore acquise, on ne peut pas changer de combat. C'est comme ça que nous nous disons, nous maintenons, nous restons constants, nous restons sur le chemin que notre peuple a tracé pour que nous puissions justement résoudre cette question de l'illégitimité qui continue à déranger notre pays depuis 1960. On n'a pas peur de perdre ces militants-là après l'absence, par exemple, ou le départ de Moïse Katumbi et Jean-Pierre Bemba. Parce que Moïse Katumbi, au niveau de Lubumbashi, de Katongo là-bas, c'est lui qui est presque au top. De l'autre côté de l'équateur, c'est Jean-Pierre Bemba. Par contre, Madame, le Mozito et Martin Fayulu, nous le constatons tous. Madame, l'Équateur, d'abord le Congo a plus de 100 millions d'habitants aujourd'hui. L'Équateur, je pense, je ne veux pas spéculer, mais il a plusieurs fils, dignes fils. Le Katanga en a autant. Donc aujourd'hui, vous n'allez pas nous dire que c'est Jean-Pierre Bemba seul qui détient la clé en tout cas, je ne sais pas s'il faut appeler ça légitimité ou de la volonté du peuple équatorien. Ça, je dis non. Jean-Pierre Bemba, c'est un leader que nous respectons, mais il ne détient pas la clé de la volonté de nos populations de l'Équateur. C'est pareil pour M. Moïse Katumbi que nous respectons. Ils ont leurs droits, ils ont leur liberté de prendre telle ou telle autre option. Comme nous, Adolphe Mozito et Martin Fayulu, ils ont aussi leurs droits et leur liberté de rester constants dans la MOUCA. Donc ça, ce n'est pas un problème, mais nous nous disons que ce peuple-là qui est le souverain, c'est lui qui a le pouvoir de juger les uns et les autres. Si le peuple estime que la démarche que poursuit Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi est la bonne, le peuple va accompagner, le peuple va appuyer. Mais si le peuple estime, et d'ailleurs, puisque c'est le cas, que nous sommes sur la bonne voie, nous sommes du bon côté. Le peuple est avec nous et il continue à nous accompagner. Donc ici, je pense que c'est question de choix. Ils ont opté pour ce qu'ils appellent union sacrée. Tant mieux, nous estimons que nous devons
continuer à résister dans la Mouka parce que jusque-là, nous ne voyons pas ce que notre peuple voulait, ce que notre peuple nous avait confié comme mission. D'où nous devons continuer à l'accompagner sur ces chemins-là jusqu'à recouvrer, comme je le dis tantôt, sa souveraineté. Nous sentons déjà cette division au sein de la Mouka. Mais vous, en tant que patriote, en tant que Congolais, dites-nous, quelles sont les bases des divisions dans des classes politiques congolaises? Entre-temps, vous, toujours sur la contestation légitime du président, tandis que la souveraineté du peuple congolais volée, attachée par de problèmes politiques. Je répondrai par rapport à cette question sur deux volets. Premier volet, c'est qu'il n'y a pas de division au sein de la Mouka. Je peux comprendre que non, vous ne partagez pas le même avis. Non, je peux vous comprendre, je peux vous comprendre. Les autres. Non, madame, je rectifie en tout cas très vite en disant qu'il n'y a pas de division au sein de la Mouka. Je peux comprendre si vous me disiez qu'au sein de la Mouka, il y a des départs. Ça, je peux être d'accord avec vous, parce que vous n'allez pas perdre de vue que nous avions un certain Matungulu qui est parti. La Mouka, vous n'aviez pas parlé d'une division. Nous avions Mboussania Mouissi. Avant même eux, il y avait M. Chilombo, il y avait M. Kamere. Vous n'aviez pas parlé des divisions au sein de la Mouka. Mais pourquoi, quand il s'agit de Jean-Pierre Bemba et de Moïse Katumbi, vous voulez parler de la division? Je comprends. Non. Mais Tshisekedi, Chilombo, non. La Mouka a été créée par 7 leaders. D'abord, ça n'a pas été, je rectifie d'abord, ça n'a pas été créé par 7 leaders. Ça a été créé par le peuple et ces peuples avaient confié plutôt la charge à ces 7 leaders. Ça, c'est une précision de taille. La Mouka a été créée en 2018 ici à l'esplanade triomphale et le peuple avait demandé à ces leaders-là, beau trahir Bissoté, beau bimisa candidat unique. Et c'est ce qu'ils ont fait à Genève. Ils ont sorti Martin Fayulu, candidat unique. Martin Fayulu et Adolphe Mojitu, jusqu'à ce jour, nous sentons qu'eux avaient compris ou avaient intériorisé l'appel de notre peuple. Il y a beau trahir et mais les autres, nous sentons qu'ils sont dans plusieurs choses au même moment. Ils sont dans plusieurs choses. Donc ici, madame, moi je pense qu'il faudrait... Et puis je comprends. Quand les gens parlent il y a division dans la Mouka, c'est dans la logique de la Kabylie. Voilà pourquoi nous nous disons que l'union sacrée, c'est la continuité de la Kabylie. Parce que la Kabylie, vous avez vu, la Kabylie divisait les Palous. La Kabylie a divisé l'UDPS. La Kabylie a divisé pratiquement tous les partis politiques ici. Et la Kabylie pense qu'il a encore le droit de diviser la Mouka. Mais malheureusement pour eux, la Mouka n'est pas un fait, n'a pas été créé par 2 individus. La Mouka a été créée par le peuple. Comment vous allez diviser le peuple? Le peuple est un. Le peuple est là face à ses besoins, face à ses objectifs. Tant que vous ne serez pas à mesure de répondre aux besoins de notre peuple, à ses attentes, vous pouvez manigancer, vous pouvez tout faire. Sachez que le peuple restera constant. Le peuple va se trouver ses leaders pour continuer à se battre jusqu'à ce qu'il va avoir ce qu'il est en train de revendiquer. Donc ici, je insiste que la Mouka n'est pas divisée. C'est vrai, dans la Mouka, nous sentons qu'il y a de ceux qui estiment qu'ils doivent aller chercher le meilleur, parce que pour eux, peut-être qu'ils cherchaient autre chose que l'intérêt de notre peuple, tant mieux pour eux. Mais nous sommes là pour l'intérêt de notre peuple, nous nous battons pour, en tout cas, donner à notre peuple ce qu'il veut. Voilà ce qui est important. Mais maintenant, la deuxième partie de votre question, c'est que, de manière générale, je pense qu'il y a un sérieux problème d'idéologie au sein de nos partis politiques. Les partis politiques ne naissent pas sur fond idéologique, les partis naissent sur fond de clientélisme, sur fond de recherche d'emploi et autres. Ce qui fait que lorsque les gens qui ont adhéré dans ces partis politiques en suivant un intérêt quelconque, lorsque cet intérêt-là change de direction, ces gens-là seront tentés vite de changer aussi de direction pour aller rechercher l'intérêt qu'ils avaient suivi l'autre fois dans ces partis. Ce qui fait que nous vivons aujourd'hui la transhumance politique qui s'est faite dans notre pays depuis tous ces temps. Ici, moi je pense que nous avons parmi les réformes à mener, c'est également insister là-dessus. Les partis politiques doivent travailler dans le sens de moraliser les militants, d'enseigner, d'éduquer, d'informer les militants de manière à faire
en tout cas, asseoir leurs idéologies pour que nous ne puissions plus assister à tout ce que nous voyons aujourd'hui. L'opinion stipule, les gens pensent que Martin Fayulu est là pour utiliser. Martin Fayulu est là notamment pour aider Kabila comme étant un béquille, mais vous venez de le dire, Kabila est là pour diviser. Votre guerre, vous le menez contre Kabila. Au moment où Kabila n'est pas au pouvoir, vous continuez de poursuivre cette guerre contre qui? Bon, c'est vrai, vous allez me dire que je n'ai pas le droit de vous poser de questions, mais je veux quand même réfléchir avec les téléspectateurs. Est-ce que dans l'union sacrée, l'union que vous appelez sacrée, hein, l'union dite sacrée, qui sont majoritaires au sein de cette union dite sacrée? N'est-ce pas que ce sont les gens de Kabila? Donc ici, vous remarquez que Kabila, sur le plan en tout cas sur le plan humain, sur le plan de personnel, il a toujours ces gens autour de Kabila, autour de M. Tshilombo. En termes d'idées, en tout cas les systèmes, n'est-ce pas que les institutions illégitimes actuelles et les fruits de en tout cas de la Kabylie, parce que nous l'avions dit, la Kabylie est caractérisée notamment par la fraude. Est-ce que ces institutions ne sont pas issus de la fraude électorale de 2018? Les téléspectateurs qui nous suivent, je sens déjà qu'ils répondent par oui. Donc, lorsque nous parlons de Kabila, ce n'est pas Kabila comme individu, mais c'est plutôt le système Kabila qui doit être extirpé. Et c'est justement le sens de notre combat, le sens de notre, en tout cas, de l'appel que nous faisons sur les réformes. Nous voulons réformer pour déraciner le système Kabila qui continue à se multiplier, à se pérenniser. Donc nous pensons que notre peuple mérite mieux. Notre peuple ne mérite pas cette escroquerie politique que nous voyons dans le chef des acteurs, de leader. Parce que hier, si les autres avaient estimé que le peuple, la base, avait demandé à ce qu'ils renoncent à leur signature à Genève, c'est cette même base qui a demandé à ce qu'ils renoncent à leur signature de Nairobi avec Kamere. C'est cette même base qui a demandé à ce qu'ils renoncent au deal qu'ils ont signé avec Kabila. Et demain, cette même base demandera à ce qu'ils renoncent à ce qu'ils appellent union sacrée. Donc, vous voyez que on est face à une escroquerie et malheureusement, dans tout ça, il n'y a pas le vrai débat, le débat de fond. Aujourd'hui, notre peuple vit comment? Quel est l'état social de notre peuple? Sa richesse, le PIB. La crise existe presque dans tous les domaines, politiques, sociaux, sécuritaires. Le nouvel élan, quelles sont vos stratégies que vous comptez mettre en place pour sortir les Congolais? Le nouvel élan, nous avons notre offre politique. Le nouvel élan, je dis que nous allons tenir notre point de presse les samedis. Je ne veux pas tout dévoiler ici, tout déballer, de peur que nous puissions vider la substance, vider notre conférence de toute sa substance. Mais déjà, nous disons que pour l'instant, nous estimons qu'il faut, pour le nouvel élan, batailler d'abord dans le sens de recouvrer la souveraineté de notre peuple, parce que tant que la dictature continuera à voir le jour, ça serait difficile pour nous d'imposer notre offre politique, parce que l'offre politique peut être comprise, peut être débattue que lorsqu'on est dans un environnement démocratique. Mais aujourd'hui, vous sentez, les gens, même si vous amenez un débat de fond, les gens auront tendance à vous amener toujours dans les polémiques. Et nous pensons qu'il faudrait commencer par là. Nous devons d'abord mettre un terme sur cette question de l'illégitimité. Nous devons aller à de réformes pour asseoir la démocratie. Et c'est en ces moments-là que nous allons présenter notre offre politique. C'est vrai, il existe, nous allons les développer, mais il faudrait en amont assainir les milliers pour que lorsque nous allons apporter notre offre politique, que nous puissions aussi avoir en face de nous des gens qui ont une offre. Comme ça, le débat sera citoyen et puis le peuple va trouver quelle est l'offre le plus plausible pour lui par rapport à ses attentes, par rapport à ses besoins. Et ce n'est qu'en ces moments-là que nous pourrions parler justement du développement de notre pays. Mais rester dans le statu quo que la Kabylie nous impose et que M. Tshilombo, avec son union dite sacrée, semble vouloir améliorer,
ça n'avancera pas les choses. Nous nous disons, c'est comme les techniciens les disent, si vous avez un ordinateur infecté, le mieux à faire, c'est de formater votre système. Parce que si le système de l'ordinateur est infecté, vous voulez réparer le système qui est infecté, sachez que tôt ou tard, le virus, ou en tout cas le virus qui a infecté votre machine, reviendra pour détruire tout ce que vous aviez mis en place. Pour être en paix, garantir votre machine et vos données, c'est mieux de formater carrément le système pour installer un nouveau système. Et c'est ça justement le formatage que nous voulons. Et ces formatages ici, ces centres de réforme que nous voulons paritaires et consensuels pour nous permettre justement d'aller aux prochaines élections dans les conditions. Dites-nous comment s'est passée votre rencontre avec Monsieur Yves Lacroix. Yves Lacroix, pardon, au niveau je vous ai vu d'ailleurs, vous avez accompagné oui. Martin Fayulu. Jean-Pierre Lacroix est venu en République démocratique du Congo avec des objectifs. Le premier, c'était de s'enquérir de la mission des Nations Unies pour la paix en République démocratique du Congo, mais également s'enquérir de la situation politique. Et par rapport à cette deuxième préoccupation, il a prévu, je m'excuse, il avait prévu rencontrer des leaders politiques. Lamouka, il a visé messieurs Martin Fayulu et les leaders de Nouvel Élan, Adolphe Mozito, dans Lamouka. Et il avait prévu rencontrer le groupe FCC, mais également monsieur Chilombo avec son union dite sacrée. Donc, il nous a reçus, il a reçu les leaders de la Mouka. Les leaders de la Mouka l'ont fait, en tout cas, savoir que le pays n'allait pas bien. Il y a une crise qui est persistante et que nous avions de propositions, nous avions de pistes et des solutions. Nous avions essayé de discuter autour de ça, c'est-à-dire les leaders, quand je parle de nous, les leaders ont essayé de discuter et ils ont trouvé une conclusion. Il fallait attendre qu'ils reçoivent aussi nos amis du FCC, qu'ils rencontrent M. Chilombo. Et par après, nous pensons qu'ils vont nous faire des propositions en termes de conseils, en termes d'orientation, pour nous aider justement à sortir de cette crise. Parce que le plus important, c'est que notre peuple doit être placé au centre de notre action politique. On ne peut pas mener de combat une action politique sans viser l'intérêt général, sans viser notre peuple. Voilà un peu c'est à quoi a consisté cette rencontre-là. Le mot de la fin, nous demandons à notre peuple, d'abord à notre peuple que les Congos, c'est notre pays à nous tous. Nous devons continuer à espérer que le Congo aura de lendemain meilleur, mais pour ce faire, nous devons nous engager dans le sens du combat, un combat citoyen, pour sortir notre pays du marasme économique et même politique auquel il a été plongé. Et nous, au sein de Nouvel Élan, nous sommes très ouverts parce qu'on est un parti de masse. Je profite de l'occasion pour sensibiliser les militants de Nouvel Élan, mais également faire appel à ces jeunes, nombreux jeunes qui m'appellent au jour le jour, comment adhérer au Nouvel Élan, qu'est-ce qu'ils doivent faire. Eh bien, je leur dis que Nouvel Élan a son siège provisoire sur l'avenue Lukusa. Ils peuvent passer, et voilà, donc un peu partout, sur toute l'étendue de la République, nous avons nos sièges. Je demande à la jeunesse de s'engager au sein de Nouvel Élan pour qu'ensemble nous puissions sortir notre pays de cette, en tout cas, de ces goulots d'étranglement que nous a placés les dictateurs. Voilà, merci beaucoup pour l'invitation, pour l'occasion que vous nous aviez donnée pour échanger, partager avec vos nombreux téléspectateurs. Voilà, c'est par ici que nous mettons fin à cet entretien. Nous avons eu la chance nous avons eu l'honneur de recevoir d'être ici au siège du Nouvel Élan par le nouveau secrétaire général, le porte-parole de cette partie. Bonne année déjà à tout le monde qui nous suivent partout. C'est par ces numéros que nous avons mis fin à l'année 2020. Retrouvons-nous l'année prochaine avec le nouveau numéro. Merci à mon réalisateur Martin Elibo, à toute la grande famille Magic Télévision. Au revoir et à la prochaine.
Oh.